Bonjour, dans la capsule 3, on va voir des éléments mécaniques, hein. On a déjà quelques petits exemples très simplifiés à l'écran, la goupille, l'anneau élastique, le roulement à billes, mais il y a d'autres éléments également. Donc, première catégorie d'éléments qu'on voit, ce sont les goupilles. Les goupilles, bon, peut-être celle qui est la plus connue ici, c'est la goupille fendue. En anglais, on appelle ça cotter pin, C-O-T-T-E-R. C'est un terme que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu souvent. Et ça permet de fixer quelque chose, empêcher qu'un assemblage se désassemble, dans le fond. On a un exemple ici d'un bloc qui est maintenu sur un arbre. L'arbre est percé d'un trou de bord en bord comme ça, et puis il y a une rondelle ici pour retenir l'arbre. Bon, la rondelle est peut-être pas absolument nécessaire, mais dans ce cas-ci, ça peut aider un peu. Et là, on insère ce qu'on appelle la goupille fendue. Puisqu'elle est fendue, on peut ensuite replier les bouts, hein, pour empêcher la goupille de sortir. Donc, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est quand même très très simple ici. Si on regarde plutôt l'image qu'on a à droite ici, bien, on voit quelque chose de très semblable à ce qu'on avait ici, mais c'est, vous voyez, une partie cylindrique, hein, ça fonctionne à peu près de la même façon. Cette goupille-là, elle est fendue. Vous voyez ici, il y a comme une... Si je fais... j'ai peut-être la couleur bleue, je ne sais pas si on va la voir. Si on voit la couleur ici, comme ça, elle est fendue, hein, tout le long comme ça. Non seulement ça, on la retrouve ici, cette goupille-là. Elle est fendue ici, comme on peut voir. Et en plus de ça, à l'intérieur, ben, elle est creuse. Donc, on appelle ça une goupille élastique parce que, dans le fond, elle est un petit peu plus grosse que son trou. Puis, pour la rentrer, bon, on la rentre de force, peut-être avec un petit maillet, un petit marteau. Mais le fait qu'elle soit un petit peu plus grosse, ben, par un effet de ressort, elle, euh, elle va essayer de reprendre sa forme. Et puis là, elle va rester serrée dans ce trou-là, ce qui va réduire les chances qu'elle puisse tomber de son trou. Donc, ça fonctionne à peu près de la même façon. Celle-ci est peut-être un petit peu plus rigide. La goupille cannelée, dans le fond, la goupille cannelée, c'est celle-ci. La goupille cannelée va avoir des petites encavures qui vont faire qu'elle aussi, à certains endroits, son diamètre va être un peu plus gros. Puis en la forçant à l'intérieur d'un trou, comme celui-ci, ben encore une fois, ça va créer comme une force de friction par ressort qui va l'empêcher de sortir. Donc, c'est encore la même idée, mais celle-ci, la cannelée, va être un peu plus rigide que les deux autres. Si je regarde, hein, on voit la goupille fendue ici, mais regardez à côté la goupille cavalier. Des fois, on va l'appeler la goupille bêta à cause de la lettre bêta qui est une lettre grecque euh, qui a cette forme-là. Bon, on va l'appeler des fois la goupille bêta, mais encore une fois, on aurait pu venir l'insérer ici à la place d'une goupille fendue pour pouvoir maintenir en place le bloc là, sur l'arbre. Euh, Ensuite, la goupille conique. La goupille conique, elle, c'est encore la même idée d'enfoncer avec la force une goupille. Et le fait qu'elle soit conique, plus on va l'enfoncer creux, plus elle va être serrée dans son trou et risque moins de se désassembler. Et finalement, si on regarde la dernière goupille ici, la goupille cylindrique, ben à droite, j'ai un exemple de comment ça peut fonctionner. Souvent, cette goupille-là, elle peut être serrée, elle peut être pas tout à fait serrée, donc on pourrait la glisser dans un trou sans avoir à utiliser un marteau, par exemple. Il y a des situations où on veut utiliser un marteau pour être sûr qu'on ne soit pas capable d'enlever la goupille de son trou, mais des fois,
On veut juste pouvoir la glisser. Et dans ces situations-là, hein, on va se servir des goupilles pour faire un positionnement avec précision. Donc, ça nous permet d'assembler deux pièces avec précision. Donc, une est positionnée sur l'autre avec une très grande précision. Et là, ensuite, ce qu'il nous reste à faire avec une vis, c'est tout simplement venir visser les deux pièces pour pas qu'elles se défassent. Donc, le rôle ici, pour les deux goupilles, c'est d'avoir une position précise et retenir les deux pièces ensemble, les deux plaques ensemble, ben, c'est la vis. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un assemblage par vis, ça ne sera jamais très précis. Si on a besoin de vraiment une excellente précision de positionnement, il faudra utiliser des goupilles cylindriques. En passant, la goupille cylindrique, en anglais, souvent, on l'appelle dowel pin. Pin pour goupille, mais dowel, c'est bon. Dowel pin, c'est un nom très commun. On pourrait appeler ça une goupille de positionnement. Je pense que le terme français, là, le meilleur terme français, c'est la goupille de positionnement ou la goupille de localisation. Un exemple un peu plus poussé, comme vous voyez, j'ai une goupille cylindrique hein, sur la plaque rouge. Cette première goupille-là va empêcher la pièce de se déplacer en X et en Y. Mais elle va pouvoir encore tourner autour de la pièce. Et ce qu'on va utiliser ici, ça ressemble à une goupille cylindrique, mais on est venu la tailler pour lui enlever, hein, pour couper certaines parties de la goupille. Comme vous voyez, on voit un petit peu d'espace blanc. Ça a l'air d'un diamant. Donc, cette goupille-là, cette goupille taillée-là, hein, souvent on va l'appeler la diamond pin. Oups, oui, diamond pin. Parce qu'elle a un peu... elle ressemble un peu à un diamant. Puis cette goupille-là, dans le fond, ce qu'elle va empêcher de faire, c'est d'empêcher la pièce de tourner là, vraiment autour là, de cette goupille-là que je viens de mettre en jaune ici. Donc, c'est la grande majorité, bon, il peut exister d'autres variantes, mais c'est la très grande majorité, dans le fond, de ces goupilles-là. La prochaine chose qu'on a, ce sont les clavettes. Un autre moyen de fixer quelque chose mécaniquement. Hein, si on regarde ici, ben, la clavette, dans le fond, c'est la clé. C'est vraiment ça qu'on appelle la clé. En anglais, on va l'appeler key. Puis cette clé-là, c'est tout simplement, vous voyez dans l'exemple ici, c'est une tige carrée qui vient s'installer dans une sorte de rainure que on va appeler chemin de clé, mais on peut appeler aussi rainure. Vous voyez le chemin de clé et la rainure, hein, ici et là, elles sont enlignées. Et la tige carrée ici, la clé, va s'enligner, va venir s'assembler, s'installer dans ces deux rainures-là ici, ce qui va empêcher le petit arbre de tourner dans le grand arbre de l'exemple. Le petit arbre ici va rentrer dans l'alésage, le trou à l'intérieur du grand arbre. Mais pour l'empêcher de tourner un par rapport à l'autre, bien, on va utiliser une clé. Une clavette, hein, ce sont des synonymes, et vous avez plusieurs types de clavettes ici. La plus commune, c'est la clavette carrée. Vous pouvez avoir des clavettes plus minces. En anglais, on va dire flat. En français, on va dire mince. On peut utiliser ici aussi une dowel pin. Donc, ce qui veut dire que la tige va être ronde. Moi, je préfère mécaniquement utiliser une tige carrée, mais ça peut fonctionner aussi. On peut avoir des bouts recourbés, hein, des bouts arrondis. Celle-ci, on l'appellerait feather,
mais on l'appelle aussi la Pratt et Whitney. Elle peut avoir plusieurs noms, mais en français, on peut tout simplement se limiter et dire que c'est une clavette à bout arrondi. Puis, au lieu de venir dans une rainure très plate, très ordinaire, ben la rainure, ça va être un trou qui va avoir la même forme que la clavette ici à bout arrondi. Il y a la clavette Woodruff, où là, on va, au lieu de creuser une rainure, on va venir creuser un trou semi-circulaire dans le petit arbre ici. Celle-ci, vous voyez cette partie, en anglais gib head, en français, on va dire que c'est une clavette à talon, parce que ce talon-là va venir s'appuyer, va venir s'accoter sur la surface de notre arbre ici. Donc, on va pouvoir assembler les deux arbres, glisser notre clavette talon jusqu'à temps. Vous voyez aussi, en plus de ça, il y a un petit angle dans cette clavette-là. On va pouvoir l'installer, puis avec un petit marteau, venir la rentrer complètement jusqu'à temps que cette surface-là vienne sur la surface de notre gros arbre. Et de la même façon, vous voyez que on a une clavette, en anglais on dit taper. Au Québec, peut-être qu'on a entendu ça souvent aussi, mais il y a un petit angle, hein? Cette partie-là est plus petite que l'autre partie. Donc, on peut l'enfoncer justement pour qu'elle soit plus serrée. Mais vraiment, la grande majorité des clavettes, c'est la clavette à section carrée. Et comment ça peut fonctionner? Ben, j'ai un exemple ici, à droite. Vous voyez une poulie dans sa vue en coupe. Et vous voyez la clavette, puis c'est justement une clavette Pratt et Whitney, ou une clavette à bout arrondi, qui est dans une rainure et qui va empêcher la poulie de glisser sur l'arbre. Donc, ça permet de transmettre le couple de l'arbre à la poulie sans qu'il y ait de glissement. Ce qu'il y a de spécial sur cette image-là, c'est l'anneau élastique en verre. Vous voyez, il y a une pièce en verre qui vient s'installer dans la rainure en rouge ici. Bien, ça, c'est ce qu'on va voir à la prochaine diapositive. C'est-à-dire les anneaux élastiques. C'est vraiment, dans le fond, un autre moyen de fixer quelque chose, un peu comme la goupille fendue du premier exemple au début du diaporama, pour empêcher quelque chose de débarquer d'un arbre. Ben là, ce que vous voyez, si vous regardez ici, on utilise deux anneaux élastiques. Il y en a un ici et il y en a un là. Et ça empêche le roulement à billes. Ce qu'on voit ici au milieu, c'est un roulement à billes en vue de coupe, et ça empêche le roulement à billes de se déplacer sur l'arbre. Ce qui est important de savoir, c'est que ces anneaux-là requièrent toujours des rainures. On voit qu'il y a une rainure qui a été faite dans l'arbre ici. En fait, deux rainures parce qu'on a deux anneaux élastiques. Si on regarde en bas à gauche, on la voit encore ici, cette rainure-là. On voit la rainure ici qui apparaît. Et avec un outil spécial qui va venir, les deux bouts de l'outil vont rentrer dans... Ça ressemble à des oreilles, mais ça va permettre d'écarter l'anneau pour pouvoir le glisser sur l'arbre, venir le porter dans la rainure. Et quand on le relâche, ben l'anneau élastique reprend sa forme et ne peut plus sortir. Ça, c'est un montage à l'extérieur d'un arbre, mais on peut aussi faire un montage à l'intérieur d'un alésage, où là aussi, partout autour, on va avoir une rainure à l'intérieur du trou, et avec un outil semblable, on va venir comprimer l'anneau pour pouvoir l'insérer dans sa rainure, et ça va empêcher quelque chose à l'intérieur de l'arbre de sortir. Comment ça peut être utilisé? Ben, si on regarde l'image à côté ici, j'ai un roulement à billes à l'intérieur de son logement, mais pour pas qu'il sorte du logement, ben, tout autour du trou, de l'alésage du logement, j'ai une rainure pour pouvoir mettre un anneau élastique. De l'autre côté, je peux avoir aussi un anneau élastique ou tout simplement un épaulement sur lequel mon
roulement à billes est installé. Parlant de roulement à billes, on saute maintenant dans les roulements. À votre droite, ici, vous avez vraiment le roulement à billes entier. Et ensuite, on a le même roulement à billes démonté. Donc, si je regarde les différentes parties, j'ai l'anneau externe. Et l'anneau externe, si vous regardez, vous avez une rainure à l'intérieur dans laquelle les billes vont rouler. J'ai les billes aussi. Hein, c'est vraiment les billes vont rouler à l'intérieur. Mais pour empêcher que les billes viennent se toucher ou sortent du roulement à billes, je vais avoir une cage. Chaque bille va avoir sa place dans la cage. Donc, l'espace entre les billes va rester le même. Et finalement, j'ai la dernière partie qui est l'anneau interne. L'anneau interne, lui aussi, a une rainure qui fait le tour comme ça, dans laquelle les billes vont se promener. En anglais, on parle de outer race, inner race. Race, ça fait penser un peu à une piste de course en rond dans laquelle les voitures de course, ce serait les billes. Alors là, vous avez vraiment un roulement à billes qui est fait pour travailler de façon axiale. Donc, la charge est, excusez-moi, je corrige ce que je viens de dire, pas de façon axiale, de façon radiale, parce que la charge serait vraiment aligné avec les rayons. Hein, si on trace un rayon là, du centre jusqu'à la charge, serait aligné avec le rayon du roulement à billes. Donc, c'est vraiment comme les roulements à billes d'une voiture pour les roues. Ben, ce sont des roulements à billes, des roulements axiaux. Je m'excuse encore, je mélange souvent les termes, des roulements à billes radiaux, parce que la charge est radiale. Alors, on a l'exemple ici qu'on peut utiliser des billes pour les roulements à billes, mais on peut utiliser aussi des roulements cylindriques. Si vous regardez, au lieu d'être des billes, ce sont des cylindres. J'ai encore une fois l'anneau externe, mais j'ai aussi l'anneau interne qui va à l'intérieur ici. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, quand c'est des rouleaux, ça peut soutenir une charge radiale beaucoup plus élevée. Et là, ces rouleaux-là sont vraiment là, parallèles à l'axe. Hein, ils vont rouler à l'intérieur ici. Mais si vous regardez le prochain roulement à billes, il y a un angle. Hein, si on regarde de la façon que c'est construit, il y a vraiment, vous voyez l'angle ici. Alors, les rouleaux, ça, on appelle ça un roulement à rouleau conique. Donc, encore une fois, c'est des rouleaux. C'est fait pour une très grande charge, mais le fait qu'il y ait un angle maintenant, bien, on peut soutenir une force radiale, mais on peut aussi soutenir une force axiale. Donc, ça peut travailler dans les deux sens. En plus de ça, en poussant sur l'anneau externe, dans le fond, on vient réduire l'espace qu'il y a entre les rouleaux et l'anneau externe, et les rouleaux et l'anneau interne. Donc, le jeu qu'il y a à l'intérieur des pièces mécaniques de ce genre de roulement-là, on peut venir un peu choisir quel genre de jeu on veut. Des fois, ça peut être important dans de la grosse machinerie pour lesquelles on a besoin d'éviter des vibrations, des choses comme ça. Donc, ce jeu-là devient critique. Et ça, c'est le constructeur, le concepteur de la machine qui va nous dire quel jeu on a besoin. Et ça, on va voir des exemples de tous ces roulements-là en laboratoire. L'avant-dernier roulement qu'on a ici, vous voyez, il y a un angle entre la cage et l'anneau interne, un angle entre ces deux choses-là, et l'anneau externe. Donc, ça, ce que ça permet de faire,
c'est que cet axe-là peut, dans le fond, varier un peu. Ça permet de, si jamais il y a des variations qui sont dues à la, je sais pas moi, la dilatation thermique, quand on met une charge sur un arbre, des choses comme ça peut faire des petites variations d'angle de l'arbre. Et le fait que cette partie-là à l'intérieur soit capable de bouger à l'intérieur de l'anneau externe, mais ça permet justement d'éviter qu'il y ait des forces à l'intérieur du roulement à billes qu'on ne veut pas avoir. Donc, c'est un roulement qui s'adapte un peu aux situations. Ce que vous voyez sur l'image, l'angle est exagéré. Dans la réalité, quand on va utiliser ces roulements-là, ça va bouger juste de quelques degrés, pas autant que ce qu'on voit sur l'image. L'image, en fait, c'est juste pour montrer là, que, effectivement, la partie interne peut pivoter. Et finalement, le dernier roulement qu'on a, on l'appelle la butée. La butée, c'est un roulement qui, lui, est fait pour travailler de façon axiale. Les forces peuvent être alignées avec l'axe de mon roulement à billes. Donc, c'est un peu comme si on avait une grosse plaque tournante sur une table, et sur la plaque tournante, on peut mettre des plats, puis ensuite, on peut faire tourner ce plateau-là pour que les plats se promènent autour de la table à manger. Bien, ce qu'il y a en dessous de cette plaque tournante-là, c'est une butée. Donc, c'est de cette façon-là que ce type de roulement-là va fonctionner. Vous avez un exemple avec des billes, mais il peut y avoir des butées avec des rouleaux aussi. Avant-dernière, en fait, la suite des roulements, ce que je veux vous mentionner, c'est l'angle de contact. L'angle de contact, si on regarde ici, alpha, l'angle de contact, c'est vraiment l'angle qu'il va y avoir, qui va être fait entre les contacts où les anneaux internes et externes vont toucher à la bille. Donc, on voit vraiment ici cet axe-là, et on va avoir un angle de contact à cet endroit-là et en cet endroit-là, et vous avez alpha ici qui est l'angle de contact. Quand cet angle de contact-là est 0, bien, on peut seulement supporter des charges radiales avec un roulement à billes comme ça. Plus on augmente l'angle alpha, plus on peut augmenter la force axiale sur un roulement à billes. Là, vous le voyez, il y a un petit indice ici pour dire radial et axial. Et là, je veux vraiment apporter votre attention. Quand on vient mettre une force comme ça ici, tout est bien avec un roulement à billes qui possède un angle de contact suffisamment élevé. Le roulement à billes va rester bien aligné, va pas se défaire. Par contre, si notre conception fait en sorte qu'on a des forces qu'on vient pousser ici, là, les deux dernières flèches rouges que je viens de faire, ben vous voyez que la partie du haut, l'anneau externe, va se défaire de l'anneau interne, puis ça va détruire mon roulement à billes. Si on va le voir en laboratoire aussi, des fois, il peut y avoir un sens comment installer un roulement à billes. Et là, le tableau que vous avez à votre droite ici, bien, c'est comme un genre de résumé qui vous montre l'angle de contact alpha. Quand l'angle est égal à 0, vous avez un angle, des roulements qui peuvent seulement travailler, supporter une force radiale. Et là, plus on va monter, on va augmenter l'angle. On le voit, l'angle ici modifié. Plus on augmente cet angle-là, plus on est capable d'aller chercher une force axiale. Et rendu à 90 degrés complètement, ben ce qu'on a, c'est tout simplement
des butées. Je vais l'écrire ici. Butées. Je crois qu'on le voit ici. Oui, effectivement, on a des butées ici. Changer de couleur pour que ça paraisse un peu plus. Les butées et les roulements radiaux. D'un côté là, de cette ligne-là, ici, vous avez ce qu'on appelle surtout les butées et ce qu'on a ici, surtout les roulements radiaux. Et ça vous montre un peu, basé sur l'angle et basé aussi sur la force. Hein? Si je regarde, je vais changer de couleur ici, si je regarde, ce roulement à bille-là peut prendre une force plus faible que celui-ci, parce que la force a augmenté dans ce sens-là. On le voit ici, charge normale élevée et une charge légère normale. Donc, ce graphique-là démontre vraiment bien le type, et si vous voyez, ils sont tous numérotés et on a les noms ici à côté qui décrivent chacun de ces types de roulements-là. Dernière diapositive. Ça ressemble à un roulement à billes, mais c'est un roulement à billes qui n'a pas de billes, et on appelle ça, tout simplement, les paliers lisses. Paliers lisses, ben imaginez un rouleau ici, et un arbre. Si on met un dans l'autre, même si on laisse un petit jeu, à la longue, il va y avoir de l'usure et la corrosion, des choses comme ça, surtout si l'arbre et le rouleau sont faits du même matériau. Donc, à la place, on va utiliser un coussinet. Le coussinet, souvent, va être d'un matériel comme le bronze, par exemple. Un matériau, je dirais, plus mou que les objets mécaniques. Hein? Si mon arbre coûte très cher, si mon rouleau coûte aussi cher, bien, ce que je veux qu'il soit usé, dans le fond, puis qu'il soit facile à remplacer, bien, ça va être mon coussinet en bronze. Et certaines sortes de coussinets vont déjà venir pré-lubrifiés. Ce qui va permettre d'avoir un mouvement de rotation ici. Et les paliers lisses, vu qu'il n'y a pas de billes, hein, on ne pourra pas endommager les billes, c'est vraiment très lisse, ça peut supporter de très grandes charges. Meilleur exemple, c'est les arbres pour les roues des wagons de train. Ce sont des paliers lisses qui sont utilisés, ce ne sont pas des roulements à billes. Premièrement, ça coûterait très cher d'avoir des gros roulements à billes comme ça. Deuxièmement, les charges sont très élevées. On utilise des paliers lisses. Si jamais on a besoin de remplacer une partie, souvent c'est le coussinet qu'on remplace. Et là, je peux avoir un espace aussi encore un peu plus grand. Si je regarde l'exemple ici à droite, ben on a notre arbre. Encore une fois, on a notre arbre. On a notre coussinet ici. Et on a le logement ici. Le coussinet est à l'intérieur du logement et souvent le coussinet est percé pour pouvoir injecter de l'huile à l'intérieur de mon palier lisse. Mais là, ce que vous voyez ici, je vais le mettre en rouge, il y a comme un espace. Hein? C'est dans cet espace-là que je vais avoir mon lubrifiant. Et au début, quand l'arbre ne tourne pas, il repose dans le fond. Hein? Il y a un contact entre l'arbre et le coussinet. Mais plus je vais accélérer, plus mon arbre va tourner vite. À un moment donné, mon arbre va commencer à flotter sur le lubrifiant. Et là, ça fait du patinage, là, de l'hydro-patinage. Bon, il y a un terme, là, de l'aquaplanage. C'est de l'aquaplanage, dans le fond. On peut appeler ça aquaplanage. Je me rappelle pas s'il y a un ou deux N. Aquaplanage. Et là, où j'avais fait mon petit trait rouge ici, si on avait un microscope, on verrait que l'arbre ne touche plus. À cause de l'aquaplanage, mon arbre est en train de flotter avec une vitesse de rotation assez élevée. Mon arbre est en train de flotter sur un mince film de lubrifiant, généralement de l'huile,
Et là, il n'y a plus de contact. Donc, plus de contact, la friction est très basse, très faible. On ne perd pas beaucoup d'énergie en frottement. Et en plus de ça, ben, on réduit énormément l'usure. C'est sûr qu'au démarrage, il va y avoir un peu d'usure, mais en régime permanent, le palier ici, là, avec le palier lisse, va nous permettre d'aller chercher là, tous les avantages du roulement à billes, mais pour des très, très, très grandes charges une construction qui est vraiment pas chère. Donc, ça, c'est ce qui fait le tour des éléments de base en mécanique. On va voir plusieurs de ces choses-là dans le laboratoire au prochain cours.